On embarque dans ce hall du Ritz, place Vendôme. Nous sommes aux portes du Faubourg Saint-Honoré et en même temps dans les dernières années de la vie de Proust, mais tout de même cette présence au Ritz nous renvoie un petit peu à la vie mondaine de Proust. Oui. Le salon littéraire, le salon, cette vie mondaine, ce faubourg a une place très importante. Est-ce que cette fréquentation des salons littéraires, du code des mondanités, on le trouve non seulement bien sûr évoqué dans la recherche, mais est-ce qu'il a eu une influence sur le style de Proust écrivain? Certainement. C'est-à-dire, de toute manière, le problème du salon est un grand problème d'histoire des civilisations. On peut dire que le salon est un phénomène historiquement bourgeois, au sens très large du terme, c'est-à-dire qui a commencé en gros en France, disons au XVIIIe siècle, au moment de la période ascendante de la bourgeoisie, mais qu'avant, il y a eu tout de même des phénomènes de collectivité sociale où s'agitaient à la fois des idées et des expressions artistiques qui étaient en gros la cour ou les cours de seigneurs. Le salon a pris un petit peu la relève de la cour. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'un salon, ce que d'ailleurs Proust a décrit admirablement dans la plus grande finesse du mécanisme, obéit, si vous voulez, à deux nécessités, à deux déterminations, enfin à deux fonctions. Là, d'une part, une fonction d'inclusion, d'initiation, exactement comme s'il s'agissait d'une société ethnographique où il s'agit de marquer qu'on a le droit d'entrer dans le groupe ou que d'autres n'ont pas le droit d'y entrer. Et Proust a démonté avec beaucoup de finesse de ce mécanisme. Alors là, vraiment, le salon, c'est un peu l'équivalent de ce qui pourrait se passer dans certains rituels de sociétés ethnographiques, où il y avait des rites d'inclusion, des rites de passage, des rites d'initiation, des rites d'intégration. Et par là même, évidemment, ça donne une très grande puissance à ceux qui ont réussi à passer ces rites. Alors le salon, c'était un peu cet espace d'initiation. Et puis alors la seconde fonction, c'est évidemment une fonction d'ostentation. Le salon était un espace humain où on montrait quelque chose d'une façon spectaculaire. Alors qu'est-ce qu'on montrait? Quel était l'objet qui était mis en vitrine, qui était mis en ostentation? En un sens, c'était le langage, c'était certaines formes de langage. Le salon, c'était comme une vitrine de langage. Il s'agissait d'y afficher, d'y montrer une maîtrise, une compétence de discours. Et c'est là où on voit combien le langage peut être un bien, c'est pas un bien, presque une marchandise, un bien dont on fait l'échange, dont on fait la démonstration. Alors, c'est là qu'on retrouve l'un des points que vous aviez soulevé, à savoir le goût. Il y a évidemment dans le salon et surtout dans les salons proustiens la nécessité d'une très grande maîtrise du goût. Et le goût, qu'est-ce que c'est? C'est un système, disons, d'interdits, de choses interdites et de choses non interdites. C'est pas avec ce sens-là que c'est un code, mais donc il y a certaines choses qu'il est permis de dire, il y a certaines choses qu'il est absolument interdit de dire, mais cette sorte de loi d'interdiction et de permission reste toujours cachée. Il est caché sous le naturel. Et c'est ça le salon. C'est, si vous voulez, on pourrait comparer ça au travail des acrobates dans un grand cirque, n'est-ce pas, qui doivent afficher une maîtrise totale de leur corps qui implique des années et des années d'apprentissage et de dressage, mais en même temps dans une grâce absolument naturelle des mouvements. Alors le salon, c'était une espèce de cirque, disons, d'acrobatie verbale. Proust hat in bewundernswerter Weise die Episoden, die Grade, die Übergänge des Sterbens beschrieben. Ich meine damit, dass er jedem Moment der Erzählung vom Tod der Großmutter eine zusätzliche Konkretion verschafft hat, als rührte er an die Wurzel des Konkreten. Zum Beispiel vor dem Tod die kleine Attacke der Großmutter in den Anlagen der Champs-Élysées. Die Röte, die Hand vor dem Mund. Und während der Krankheit jene so ergreifende Episode, das schmerzhafte Kämmen durch Françoise und so weiter. Warum ist das wahr und nicht nur real oder realistisch?
Weil der Schriftsteller durch diese Radikalität des Konkreten, im Wissen, damit das absolute und radikale Konkrete wiederzugeben, dasjenige bezeichnet, was sterben wird. Je konkreter es ist, desto lebendiger, und je lebendiger, desto mehr wird es sterben. Die Haare einer Sterbenden kämmen ist unbedingter seelischer Schmerz, denn ihre Haare leben noch. Sie leben noch, aber sie werden sterben. Es ist das japanische Utsuroi, eine Art enigmatischer Mehrwert, der durch das Schreiben verliehen wird und der jenseits aller Theorie das Schreiben in Gänze rechtfertigt. Oui, mais je crois que ce qui est important, c'est que de toute manière, son écriture, où que ce soit, est marquée, disons, par un très grand caractère de cursivité. Dès qu'on voit l'écriture de Proust, on a la certitude qu'il écrivait vite, enfin manuellement vite. Or, je suis persuadé qu'il y a un rapport étroit entre la rapidité, la possibilité d'écrire vite, dont témoigne la cursivité, n'est-ce pas, de l'écriture, et l'espèce de pression du flux mental. Il y a un rapport entre l'écriture manuelle et l'écriture au sens stylistique, certainement. Et d'ailleurs, je ne sais pas, je crois que Proust lui-même savait très bien qu'il avait cette sorte d'écriture ultra rapide et très pulsionnelle, finalement, puisqu'à un moment il disait à Robert Dreyfus dans une lettre « Pardon de mon écriture, de mon style, de mon orthographe, je n'ose pas me relire quand j'écris au galop. Je sais bien qu'il ne faudrait pas écrire au galop, mais j'ai tant à dire, ça se presse comme des flots. » Et cette lettre est de 1888 à son camarade Robert Dreyfus, donc il n'avait que 17 ans. Absolument. Mais je veux dire que on pourrait définir cette écriture comme effectivement l'écriture au galop. Et l'écriture au galop, qui, je dirais, a aussi une sorte de... Il y a un versant mental et créateur de ce galop. Parce que la recherche, c'est quelque chose qui, évidemment, est emporté et vous emporte. Enfin, la phrase s'étire, elle va vite, elle est longue, mais elle va vite, en quelque sorte. Et ça se voit très bien dans son écriture. C'est une écriture qui ne pèse pas, qui est légère, qui est d'ailleurs très élégante d'un point de vue graphique. Écrivait toujours à la plume, avec souvent de mauvaises plumes, des plumes d'écoliers, des petits encriers d'écoliers. Quand il a écrit dans son lit, toute la fin de la recherche, c'est exactement avec le même système, le même appareillage d'écriture. Möglicherweise hat Prousts Originalität, um nicht zu sagen Exzentrizität, ihn, ohne dass er es wollte, und deshalb hat es auch funktioniert, geschützt und der Anfertigung seines Werks sekundiert, denn diese Originalität hat ihn in eine Art Hülle eingeschlossen, die die anderen im Blick hatten, aber die man aufgrund ihrer Besonderheit nicht anzugreifen und zu durchbrechen wagte. Ich würde sagen, dass bereits eine originelle Kleidung sie als jemand Besonderes erscheinen lässt, von dem letztlich unschwer klar wird, dass er nicht zu einem Rendezvous kommt, dass er sein Telefon ausstellt und so weiter. Ich verweise Sie in diesem Zusammenhang auf die Andeutungen oder vielmehr die Aufmachung Prousts während der Abfassung seines Werks, das heißt hauptsächlich, als er am Boulevard Haussmann wohnte. Die Leute, die ihn in seiner Wohnung sahen, erblickten ein Wesen mit einem unregelmäßig gestutzten Bart, einem tabakbraunen Morgenrock, mit wattierten Hemdeinsätzen, Handschuhen aus Florettseide, gestrickten Hausschuhen. Und in der Rue Hamelin? Er lag im Bett, mit einem Schal um den Hals. Bei Besuch, wenn jemand, der ihm nahe stand, das Zimmer betreten durfte, verließ er das Bett, aber völlig in seine Decken gehüllt, mit weißen oder schwarzen Baumwollhandschuhen, mehreren Paar Strümpfen und einer zerknautschten Hemdbrust. Ganz zu schweigen natürlich von der Verkehrung von Tag und Nacht. Überhaupt ist in all dem eine individualistische Freiheit, die heute schwer zu verwirklichen ist, in einem Rahmen, in dem sich der Staat immer mehr störend einmengt. Ich will damit sagen, dass je mehr sich die Verhaltensnormen liberalisieren, jedenfalls auf der Ebene der Kleidung und in der Öffentlichkeit,
es paradoxerweise immer schwieriger wird, auf bizarre Weise originell zu sein. Das ist übrigens gar nicht so verblüffend, vielmehr ganz normal, da die Grenzen der Normalität zurückweichen und Originalität es immer schwieriger hat, sich zur Geltung zu bringen. Insbesondere eine völlige Selbsteinschließung wie die Prousts ist immer schwieriger vorstellbar. Obwohl sein Sehvermögen nachließ, ging Proust nicht zum Augenarzt, weil er nur nachts das Haus zu verlassen vermochte und Augenärzte eben nicht nachts arbeiten. Ich denke, heute würde man ihn zwangsweise in die Ambulanz transportieren. Ebenso war Proust, der patriotisch gesinnt war, bei der Kriegserklärung von 1914 sehr verunsichert, sehr verängstigt, weil er um jeden Preis den Militärarzt aufsuchen wollte, aber dies nur nachts machen konnte, da er tagsüber das Haus nicht zu verlassen vermochte. Man stelle sich heute eine solche Naivität vor, wenn ein Einberufener erklären würde, ich möchte schon zur ärztlichen Untersuchung kommen, aber nur nachts. Wie Sie auch wissen, benutzte Proust, stets im Rahmen seiner Originalität, eine übertriebene und raffinierte Höflichkeit als Schutz. Und gerade als er, der extrem geräuschempfindlich war, den Lärm am Arbeiten hinderte, am Ende seines Lebens in der Rue Hamelin war, in einem lauten Haus und zudem im Stockwerk über ihm Kinder herumtrampelten, was ihn zur Verzweiflung brachte, was hat er da gemacht? Er schenkte ihnen Filzpantoffeln. Also wirklich, ich denke, es dürfte schwer fallen, einen Schriftsteller weiter zu belästigen, der sich ein solches Verhalten ausdenkt. Proust-Krankheit muss auch, und das heißt nicht nur, als eine Schutzmaßnahme interpretiert werden. Proust geizt nicht mit Klagen, in allen seinen Briefen spielt er auf seine Krankheit an. Es ist ein Diskurs des Rückzugs aus der Welt. Und seine Krankheit, klinisch ziemlich komplex, wenn nicht rätselhaft, seine Krankheit war zugleich das, was ihn am Arbeiten hinderte und paradoxerweise das, was ihm das Schreiben ermöglichte. Und im Zusammenhang mit Proust steht dieses schreckliche, zu befragende Zeichen im Raum. Und es ist dies einfach nur ein Fragezeichen. Darauf darf vor allem nicht geantwortet werden, nämlich, dass er stirbt, als das Werk beendet ist. Ich habe bereits den Fall erwähnt, die akademische Frage, was wäre geschehen, wenn Proust nach der Suche nach der verlorenen Zeit weitergelebt hätte? Schwer zu beantworten. Anders gesagt, nie war das Paar Werk-Krankheit oder Werk-Tod dialektischer und ich würde sagen so innig bräutlich verbunden. Aber wie Sie wissen, gibt es einen, wie ich glaube, eingehend untersuchten Schriftsteller aus dem 19. Jahrhundert, Charles-Louis Philippe, und von ihm stammt das Wort, das ich sehr schön finde, zumindest für die Zeit: Die Krankheit ist die Reise der Armen. Und das stimmt. Ich habe gerade eine entsprechende Erfahrung gemacht, denn als in einem Moment persönlicher Vertrautheit meine Concierge mir ankündigte, dass sie sich einem chirurgischen Eingriff unterziehen müsse, habe ich das alles von meiner Warte aus als eine schrecklich unangenehme Sache, als eine grauenhafte Störung wahrgenommen, habe dann aber überrascht festgestellt, dass sie darüber ganz erfreut war. Sie hat sich nicht nur nicht beklagt, sie hat es augenscheinlich gut aufgenommen, sehr gut sogar. Und in der Tat, für jemanden, der kein leichtes Leben hat, der den ganzen Tag arbeitet, der früh morgens um 5 aufsteht, um die Müllbehälter auf die Straße zu stellen, der sie um 6:30 wieder in den Hof zurückholt und so weiter,
Für den ist das Krankenhaus eine Unterbrechung in dieser Art Entfremdung, gleichsam Urlaub. Ähnlich kann man sagen, dass für den Schriftsteller Krankheit nicht Urlaub oder Freizeit bedeutet, aber doch freie, vakante Zeit, in der sich in der Fantasie das Werk eingerichtet hat. Se projeter dans cette sorte de biographie symbolique qu'est la recherche du temps perdu, avec une facilité et une jouissance extrême, étant donné évidemment certaines déterminations sociales et culturelles, il faut le reconnaître. C'est le miracle de l'œuvre proustienne, qui est une œuvre qui, par certains côtés, peut apparaître comme une œuvre extrêmement sophistiquée, qui est le fruit d'une culture extrêmement sélective, et qui en même temps est une œuvre d'une fraternité absolument incroyable. Et ça n'est pas seulement moi qui le dis, je dirais le destin historique de l'œuvre le prouve. C'est une œuvre qui prend des proportions, plus les années passent, plus elle devient importante, n'est-ce pas? Et plus le nombre des gens qui se reconnaissent dans cette œuvre, je crois, devient grand. Je fais mention de ces deux citations de Marcel Proust dans les légendes que vous consacrez à vos propres photos de famille, dans le Roland Barthes par lui-même, parce que j'ai regardé sur votre bibliographie et je n'ai trouvé que 2 fois des articles assez brefs sur Proust. Donc vous n'avez pas eu l'occasion d'écrire sur cette œuvre proustienne. Oui. Et lorsque je vous ai téléphoné pour vous proposer de faire cette évocation de Marcel Proust à Paris, votre première réaction a été de me dire j'ai un vieux compte à régler avec Proust que je repousse. Oui, je crois d'ailleurs que je le constamment. repousserai. Je crois que je ne serai jamais satisfait du compte que je pourrais rendre à cette œuvre. Non, le problème c'est que je sais bien que c'est une œuvre extrêmement importante pour moi. Je l'ai lu et relu. Entendons-nous bien, il faudrait savoir ce que ça veut dire que lire Proust. Il n'est pas dit qu'on lise tout Proust à chaque fois, en tout cas on relit certains fragments, peut-être jamais les mêmes, peut-être on saute toujours les mêmes, qui sait. C'est une chimie mystérieuse. Mais enfin, en tout cas, disons que c'est une œuvre que beaucoup d'entre nous habitons vraiment toute la vie. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la vie, quand il nous arrive des choses personnelles, à tout instant, nous retrouvons une espèce de déjà-dit dans Proust. Et souvent des choses extrêmement futiles. Tout d'un coup, on se dit, ah, mais ça, Proust l'a déjà noté. Déjà dit, déjà vécu. Oui, déjà dit, déjà vécu par Proust. Et cela, non pas dans une sorte d'antériorité agressive et oppressive, mais comme je le dis, dans une extrême fraternité, n'est-ce pas? C'est même une œuvre qui a été faite par un homme d'une profonde bonté, enfin d'une profonde délicatesse et certainement d'une grande tendresse, même s'il avait, comme tout le monde, des côtés cruels en lui.